Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons une session très excitante intitulée Combler le fossé en matière de soins palliatifs pour les francophones. Cet événement fait partie d'une série de webinaires qu'on intitule Conversation avec des leaders. Mais avant de commencer, j'aimerais souligner que nous sommes situés sur le territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe. Nous travaillons ici et rendons l'hommage aux aînés autochtones, passés, présents et émergents. J'aimerais maintenant vous parler un peu de Compassion Ottawa, l'organisme qui organise ces webinaires et pour lequel je suis bénévole depuis plusieurs années. Compassion Ottawa est un mouvement dirigé par des citoyens qui utilisent des approches fondées sur des données probantes pour changer la façon dont nous pensons au bien-être, à la mort, à la perte, au deuil et à l'entraide. Compassion Ottawa fournit le leadership et l'inspiration nécessaires pour promouvoir et renforcer un nouveau modèle social dans lequel tous les membres de nos communautés assument la responsabilité de prendre soin de l'un et les autres. À cette fin, Compassion Ottawa engage, éduque et facilite les conversations qui normalisent les transitions de la vie et les expériences de fin de vie, qui renforce les réseaux d'aide naturelle dans les diverses communautés, qui encourage la participation et l'action de la communauté et travaille en partenariat avec les principaux acteurs de l'écosystème de la santé publique et des services sociaux. Maintenant, je vais vous dire un peu de moi-même. Mon nom est Marc Séguin, je suis résident ici à Ottawa et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Advocacy and Aging, un livre que j'ai écrit considérant la réalité que nous allons vivre tous plus longtemps, avec la possibilité de transition de vie, ou peut-être même plusieurs transitions de vie, où on aurait besoin de l'aide de nos proches aidants ou de nos, en anglais on dit le mot advocates. Alors, un système de soutien autour de nous. J'ai partagé et j'ai suivi un cheminement de plusieurs années de recherche et de partage d'informations avec plusieurs de nos gens dans notre réseau. Et cette expérience et ce cheminement m'ont permis de cristalliser une approche dans un langage courant pour maintenir la continuité de nos affaires et nos, de nos soins personnels ou la gestion de nos soins personnels à travers toutes les transitions dont on peut vivre, surtout dans le vieillissement, mais aussi dans des transitions de vie non prévues. Euh, je suis actif avec l'organisation Compassion Ottawa où je donne régulièrement des séminaires et des sessions sur la planification préalable des soins, un sujet qui est à cœur dans mon livre et dont je tiens très proche de moi, de mon cœur, et j'aimerais vraiment qu'on ait une évolution au niveau de la société à ce sujet. Maintenant, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous de recevoir et merci Benoît pour ta participation. Euh, Benoît dirige PDF Consultant depuis 2013, se spécialisant dans la planification stratégique, la facilitation et le renforcement des capacités. Avec plus de 20 ans d'expérience, il a soutenu des organisations au Canada et à l'étranger, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Vraiment impressionnant. Facilitateur certifié, il met l'accent sur le dialogue efficace et le questionnement stratégique. Benoît a travaillé avec tous les niveaux de gouvernement et est diplômé de l'Université d'Ottawa, ici à Ottawa, et de l'Université du Sussex. Il est président de la Maison des soins palliatifs de l'Est, ce dont nous allons parler beaucoup aujourd'hui, et a siégé au conseil d'administration de l'hôpital Montfort, de l'Université d'Ottawa et de divers organismes francophones. Alors, bienvenue, Benoît. Benoît, j'ai eu l'opportunité de jaser avec toi la semaine dernière et j'ai hâte d'en apprendre plus et surtout de pouvoir partager avec tous ta passion autant pour les services palliatifs que pour la francophonie. Alors, on va débuter aujourd'hui et peut-être avec une première question. Peux-tu nous expliquer comment tu en es venu à t'impliquer dans les soins palliatifs et nous en dire un peu plus sur ton cheminement? Bonjour Marc, je suis vraiment ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Je suis aussi passionné que toi, j'ai l'impression, par rapport à la francophonie puis au sujet qu'on aborde aujourd'hui, la dignité dans la fin de vie, les soins palliatifs. Donc, merci infiniment pour tes années de bénévolat aussi. Donc, je suis vraiment content d'être là pour échanger avec toi puis avec les gens qui nous écoutent en direct ou qui vont peut-être nous écouter plus tard, dans leur voiture ou à un autre moment.
Donc, ça fait 7 ans et demi que j'ai le bonheur de siéger au conseil d'administration de la Maison Soins palliatifs d'Ottawa, donc Hospice Care Ottawa. Puis en fait, ironiquement, hier soir marquait ma dernière réunion de conseil. J'ai passé le flambeau à une collègue et amie qui s'appelle Lynn Toupin, qui va devenir notre nouvelle présidente de conseil. Mais je suis particulièrement fier du travail qu'on a accompli dans les 7 années et demie. Et puis moi, je me suis joint parce que ben, c'est dans le beau réseau de la francophonie qu'un de mes collègues m'expliquait qu'on cherchait quelqu'un, un francophone, pour siéger au CA de Hospice Care Ottawa, une organisation que je ne connaissais pas. Puis en fait, pour nous, les francophones, je trouve que l'expression hospice réfère à d'autres choses, réfère à d'autres milieux, puis certainement pas un milieu de fin de vie. Alors, j'étais curieux d'en savoir plus. Et puis, j'avais vécu quelques années avant ça le décès de mon père, qui est décédé à la maison, grâce en grande partie à la force de ma mère qui a pu respecter son vœu. Donc, ça m'avait beaucoup touché. Puis je me disais, la fin de vie, ce n'est pas un sujet que j'ai beaucoup abordé dans ma vie jusque-là. Et pourquoi pas le faire en bénévolat. Alors, je suis allé à la rencontre de gens formidables à la maison qui m'ont expliqué un peu qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était quoi la nature de l'organisation qu'on pourra discuter aujourd'hui. C'est un peu comme ça que j'y suis embarqué, puis j'ai tombé dans un univers que j'ai adoré découvrir et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié au cours des dernières années. Tu m'avais mentionné qu'on s'entendait parler qu'en fait, tu avais peut-être eu un lien avec Michel ou d'autres personnes qui étaient partie de l'organisation Compassion in Ottawa, qui t'avaient encouragé justement de rentrer dans les soins palliatifs. Peut-être nous en dire un peu plus? Oui, absolument. Ben, je connais Michel de Courbenicole depuis plusieurs années. Ben, évidemment, c'était une source d'inspiration quand elle a porté le flambeau de l'hôpital Montfort devant les tribunaux. Je l'ai connu à ce moment-là, j'étais très jeune et puis je faisais partie de l'équipe de SOS Montfort qui voulait évidemment militer puis qui a préparé le rallye du 22 mars 97 au Centre civique. Euh, et j'étais aussi marqué par le travail de Jean-Pierre Soublière, notre cher ami qui a siégé sur tant d'organisations et tellement donné à la francophonie, homme d'affaires engagé, et puis qui lui aussi m'avait beaucoup encouragé et qui me disait qu'il ne faut pas siéger uniquement sur les CA d'organisations francophones, mais comme francophone, il faut aussi aller siéger sur des conseils d'administration d'organisations qui pourraient améliorer leurs services en français. Ça avait beaucoup résonné avec moi parce que dans la clientèle de notre entreprise chez PGF Consultant, on a beaucoup de clients qui offrent des services en français. Je me disais, si je peux donner à mon réseau, tant mieux, mais hors réseau aussi, comme hospice, ça rejoignait un peu cet objectif-là. Donc, je remercie, oui, Michel, Jean-Pierre et plein d'autres pour leurs encouragements. Et j'ai découvert une belle organisation, comme je mentionnais. Ouais, écoute, quand on s'est parlé, je n'étais même pas au courant d'un peu de l'historique de Montfort parce que j'ai pas toujours vécu à Ottawa. Et puis, bravo à tous les gens qui ont pu assurer la durée de cette organisation. Ce que je vois aujourd'hui, c'est fantastique. J'ai en fait plusieurs de mes amis, leurs enfants travaillent là et j'ai participé à certaines discussions publiques qu'ils ont eues au niveau de leur plan stratégique. Alors, une organisation très impressionnante. Alors, très fiers de ceux qui ont pu assurer la pérennité de cette organisation et à tous qui sont déjà impliqués, qui sont encore impliqués aujourd'hui. Alors, peut-être on va revenir avec la Maison des soins palliatifs d'Ottawa. Peut-être que tu peux m'en dire un peu plus de ton implication d'un côté, mais quels sont les services offerts de cette organisation, puis où est-ce que ça se situe dans tous les différents services de fin de vie qui pourraient être offerts dans la région d'Ottawa? Alors, peut-être nous en dire un peu plus là-dessus. Tout à fait. Donc, le mouvement de hospice, c'est un mouvement qui date quand même de plusieurs années puis qui est né en Angleterre. Saint Elizabeth Hospice, qui était vraiment le lieu initial. Puis aujourd'hui, il y a 768 lits de hospice en Ontario. Donc, ces lits-là sont répartis dans approximativement une soixantaine de hospices partout en province. Et c'est une organisation, un type d'organisation particulière parce que c'est vraiment une maison qui vise
à offrir une qualité de fin de vie aux personnes qui ont un diagnostic de fin de vie. Puis, il y a deux types de programmes dans la majorité des hospices en Ontario. Il y a à la fois des programmes communautaires et des programmes résidentiels. Donc, les programmes résidentiels, c'est vraiment un peu plus conventionnel où on offre des soins 24 heures sur 24, donc des lits pour nos clients qui sont vraiment en fin de vie. Et normalement, la durée de séjour dans nos sites à nous, c'est approximativement de 2 semaines. Donc, à Ottawa, on se trouve à avoir 3 sites. Il y a donc la maison Maycourt, qui est près de la rue Bank. Il y a la maison Reddy Shankman, qui est à Canada. Et plus récemment, ce qu'on a ouvert cet été, en juillet dernier, la maison de l'Est, qui se trouve sur la rue Le Boutillier, près de l'hôpital Montfort, dans la résidence Seniors Health Care. Donc, ça, c'est la partie des soins résidentiels, mais on offre aussi une branche de soins communautaires. Puis dans nos soins communautaires, il y a des soins de jour. Donc, on accueille des membres de la communauté qui pourraient avoir un diagnostic, mais qui est encore à des mois de se concrétiser. Et donc, c'est un programme qui leur offre une journée à l'extérieur de leur maison, qui est aussi une façon de donner du repos à leurs proches aidants. Et les gens se déplacent ou on a des bénévoles même qui vont les chercher et ils passent la journée avec nous, avec d'autres personnes dans la même situation qu'eux. Il peut y avoir un groupe de 6, 8, 10 personnes. Et puis, ils ont le temps de chanter, d'écouter de la musique, de faire de la peinture, de jouer à des jeux, de s'endormir dans un lazy boy ou un fauteuil confortable pour un petit moment. Donc, ça, c'est un pan de nos services communautaires. Il y a aussi du soutien à domicile. Donc, le soutien à domicile, c'est des bénévoles qui vont chez les personnes en fin de vie pour leur offrir du soutien. Ça peut être tout simplement un dialogue, un échange, une écoute, une oreille attentive avec aucun jugement pour les accueillir et puis leur permettre d'échanger sur ce qu'ils veulent. Puis, il y a aussi finalement des soins pour les personnes en deuil. Donc, évidemment, on sait très bien que les familles qui ont vécu un deuil ont souvent besoin d'appui, d'écoute, d'échange, d'astuces pour surmonter ou accompagner leur deuil. Et on offre des programmes de deuil en français. Donc, ça, c'est à peu près le type de service qu'on offre. Nos services sont entièrement gratuits. On reviendra à la question de financement plus tard, qui est un autre sujet très important. Mais ce qui est particulier des hospices, c'est dans leur conception, Marc, l'idée, c'était qu'on voulait des organisations communautaires. Donc, elles sont partiellement financées par le gouvernement et partiellement par la communauté, ce qui crée un ancrage communautaire, mais évidemment crée un défi pour la levée de fonds. Et c'est le cas pour la soixantaine de hospices en Ontario. Puis je compléterai juste en disant qu'il y a d'autres lits hospice à Ottawa. Donc, Hospice Care en a à peu près 27. Il y a aussi le hospice Diane Morrison qui offre des mêmes services que nous de fin de vie pour les personnes sans abri. Et il y a aussi le hospice de Roger Nielsen House pour les enfants où ils ont une dizaine de lits. Et le portrait du système de soins palliatifs à Ottawa est aussi complété par évidemment des lits de soins palliatifs à Bruyères qu'on connaît quand même bien, puis à l'hôpital d'Ottawa, certains à l'hôpital Montfort et dans des hôpitaux communautaires autour de la région. Donc, voilà un peu le grand portrait de ce que l'on fait et où ça se situe. Et merci parce que, en fait, moi aussi, quand tu dis c'est un domaine, les soins palliatifs, que personnellement, moi, je n'avais pas compris il y a 10 ans. Dans le cheminement d'écrire mon livre, j'ai été obligé d'en apprendre. Puis je peux te dire que depuis que j'ai écrit mon livre, je n'apprends beaucoup plus, que ce soit à travers mes conférences ou les participations dans des organismes de soins palliatifs et autres, là. Alors, c'est vraiment important. Mais pourrais-tu me dire un petit peu la différence entre les soins que les maisons comme la vôtre offrent versus ce que les hôpitaux offrent? Et peut-être aussi me parler
Tu sais, les gens qui veulent rester à domicile, parce que beaucoup de gens semblent avoir cette préférence-là, mais est-ce que vous comblez tous les besoins de services palliatifs à domicile ou comment ça se complémente avec d'autres services qui sont offerts ou bien par les hôpitaux ou autres organismes en quelconque? Bien, honnêtement, je dirais qu'on n'a pas la prétention de combler tous les besoins parce que je pense qu'en termes de besoins communautaires et besoins des personnes âgées, on est très loin de répondre à tous les besoins. D'ailleurs, moi aussi, j'ai eu le bonheur de participer à quelques-unes des excellentes consultations que l'équipe de l'Hôpital Montfort a menées pour son dernier exercice de planification stratégique. Puis, très souvent, on entendait presque à toutes les consultations l'importance des soins et des services pour les personnes aînées. Puis, un des éléments de complexité, c'est la navigation du système. Par où commencer pour avoir des services, particulièrement les personnes qui perdent leur médecin de famille. Moi, j'ai un médecin de famille qui va fermer sa pratique bientôt, puis qui a 4000 patients. Alors, on va être 4000 à la chasse aux médecins dans la région, et puis j'en connais pas d'autres qui aujourd'hui prennent des charges comme celui-là. Vous devinez peut-être que c'est le docteur André Gauthier qui probablement va être canonisé un jour parce que c'est presque un saint. Mais c'est absolument incroyable. Mais donc, un des défis, c'est comment est-ce qu'on navigue le système. Alors, je dirais qu'effectivement, avec l'offre actuelle, la majorité des soins, des besoins de soins palliatifs sont comblés. Mais est-ce qu'ils pourraient l'être comblés par des moyens encore plus efficients pour le système? J'en suis convaincu que oui. Un lit, par exemple, dans les sites de hospice, coûte un tiers moins cher. C'est l'équivalent d'un tiers du prix qu'un lit d'hôpital, sans compter un lit de soins aigus dans un hôpital. Donc, vraiment, il y a là une économie importante potentielle pour notre système de santé. Puis la grande différence, c'est vraiment les hospices placent vraiment l'importance sur la qualité de soins de vie pour le client et sa famille. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, dans nos sites, il n'y a pas de règles sur le nombre de personnes qui peuvent venir, sur les heures, des annonces au micro et autres, et des systèmes. Donc, on comprend que c'est des éléments de fonctionnement d'hôpitaux qui sont importants et qui ont toute leur logique dans les hôpitaux. Mais dans les hospices, effectivement, il y a une cuisine, il y a un salon pour les familles, il y a des sites de repos, etc. Donc, vraiment, c'est un endroit où on veille complètement à répondre à la qualité de vie. Je vous donne un exemple à la maison Reddy Shankman. Les portes des chambres ont été faites suffisamment larges qu'on peut sortir le lit de la chambre et l'amener à l'extérieur. Oh, wow. Donc, imaginez, on a des expériences dans les dernières années de personnes qui ont voulu respirer leur dernier souffle à l'extérieur, dans les fleurs, dans la brise, avec un rayon de soleil. Il y a une personne qui a même demandé s'il serait possible qu'on amène son cheval Ah devant ouais? la résidence. Alors, pourquoi pas, c'est des vœux dont on fait tout pour exaucer. Donc, c'est absolument extraordinaire. La maison McCourt, c'est à visiter. On est euh, locataire du McCourt Club qui a célébré ses 125 ans. Euh, et puis, c'est tout aux abords de la rivière Rideau. C'est un site absolument magnifique avec des saules pleureurs derrière, des fleurs absolument incroyables. Donc, c'est vraiment un contexte de vie très différent. Puis, je pense que chaque institution a ses raisons d'être. Je pense que les hôpitaux veulent à tout prix préserver la vie, préserver une qualité de vie. Ben, nous, on veut aussi préserver une qualité de vie dans un contexte, un cadre bien différent pour l'ensemble des familles, puis de façon encore plus holistique pour le client ou la cliente. Est-ce que, pour venir un peu du côté francophone, est-ce que vous supportez également la région plus large d'Ottawa qui inclut Gatineau ou c'est plutôt Ottawa et l'Est de l'Ontario? Euh, Pour le service aux francophones, ben, pour répondre directement à ta question, pour commencer, c'est vraiment pour l'Est d'Ottawa, mais c'est pour tous les francophones d'Ottawa. Donc, on a voulu être positionné dans l'Est. On aurait espéré un site encore plus à l'Est, dans les coins d'Orléans. Mais pour l'instant, on est tout près de l'hôpital Montfort. À Gatineau,
disons qu'ils ont déjà le privilège de la maison Mathieu Froment-Savoie, qui est un site absolument formidable, qui est bien ancré dans la communauté. Mais pour ouvrir la Maison de l'Est en juillet dernier, ça a été près de 8 ans de travail Oh acharné. mon Dieu. Fait que t'as tout Euh, ton mandat donc, pendant que tu étais tout là, là. oui, et ça prédate mon arrivée. Il y a des gens comme Guy Théroux, consultant dans la communauté, qui a travaillé d'arrache-pied pendant toutes ces années. Et puis, ça a été toutes sortes d'années de tentatives, de demandes de financement au ministère de la Santé, ensuite au ARLIS, donc avec toutes les évolutions du système de santé, on positionnait notre projet, notre demande de financement. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu pendant tout ce temps-là aussi un comité de championnes et de champions. S'il y a des membres de ce comité-là qui nous écoutent, je les remercie du fond du cœur pour leur appui, leur lettre de soutien, leur participation à nos comités. Et puis finalement, c'est l'année en 2024 où on a soumis un plan d'affaires qui a été bien reçu. Le timing a été intéressant et approprié pour nous aussi. Puis, on a pu, en juillet dernier, donc juillet 2024, ouvrir 8 lits, dont l'objectif est de vraiment servir la communauté francophone. Donc, les 8 lits ne sont pas réservés exclusivement aux francophones, mais ils sont occupés à 60 actuellement par des francophones. Donc, ça démontre le besoin. Et on espère qu'effectivement, notre financement, qui était pour une durée initiale de 2 ans, va être bientôt reconfirmé pour qu'on puisse assurer la pérennité de ces services-là à notre communauté qui semble être en demande réelle. Oh, ben écoute, bravo de l'avoir amené à ce point-là. C'est tout un accomplissement. Et puis c'est bien important, là. Je pense qu'on avait discuté, tu sais, à la fin, de pouvoir être dans la fin de vie, mais en général dans ta vie, là, mais dans ta fin de vie en particulier, de pouvoir être servi dans ta langue maternelle ou ta langue de tous les jours, ça devient extrêmement important. Surtout pour des gens qui perdent leur capacité en fin de vie, là, je pense que c'est de plus en plus demandé et important. Alors, maintenant, on a utilisé le mot financement plusieurs fois. Alors, ça semble être un challenge continuel dans beaucoup de domaines, pas juste dans le domaine des soins palliatifs. Peut-être que tu peux nous éclaircir un peu sur tu sais, les défis que vous avez eus pour amener le côté francophone, mais en général, pour assurer la pérennité de ces services, spécialement si tu nous dis que c'est les coûts des affaires dans une organisation comme la vôtre versus les coûts dans un hôpital sont moindres. Mais je ne suis pas certain que la majorité des soins palliatifs sont offerts dans les maisons. Je pense que les hôpitaux ont encore un rôle important. Peut-être nous amener un peu de perspective là-dessus. Oui, effectivement, les hôpitaux ont encore un rôle évidemment très important. Donc, le mode de financement pour les hospices fait en sorte que dans l'ensemble, il y a à peu près 70 de notre financement qui provient des sources de financement public, donc du gouvernement de la province de l'Ontario, que ce soit par Santé Ontario ou bien les services communautaires. Et puis, ça fait en sorte qu'il y a quand même un 30 qui est très considérable pour nous. Et donc, ça nécessite qu'on soit continuellement en levée de fonds. Et notre objectif annuel tourne autour de 2,3 millions de dollars de levée de fonds. Parfois, on a réussi à dépasser l'objectif, puis je sens qu'on va devoir l'augmenter parce qu'il y a une augmentation de tous les coûts. Et notamment, un des plus grands défis pour nous, c'est le recrutement de personnel infirmier. Donc, ça fait en sorte qu'on doit retenir des services d'agence de dotation de personnel qui ont des coûts beaucoup plus élevés que du personnel qui serait propre à la maison soins palliatifs. Et donc, ça augmente nos coûts. Alors, pour prélever 2,3 millions de dollars par année, ça prend une équipe dédiée, une équipe de bénévoles absolument phénoménale.
Donc, il y a trois événements qui sont un peu nos têtes d'affiche annuellement. Il y a l'événement Homes for the Holidays, qui est une tournée de maisons absolument formidablement décorées et que les gens peuvent découvrir uniquement pendant ces week-ends-là du mois de novembre. Et ils sont évidemment bien décorés pour le temps des fêtes, donc c'est vraiment de toute beauté et des très belles maisons. Donc, il y a des gens très généreux qui acceptent de prêter leur maison pendant un week-end. Ensuite, il y a notre tournoi de golf annuel à l'automne. Et celui qui s'en vient, d'ailleurs, au mois de mai, s'appelle Hike for Hospice. Donc, c'est une marche, une randonnée de 5 km qui prélève beaucoup de fonds. Mais je tiens à dire qu'il faut être très reconnaissant envers des individus, les entreprises qui donnent généreusement, soit par dons planifiés ou autres, pendant l'année, lorsqu'il y a un décès de leur famille ou autre, et pendant nos événements. Donc, c'est ce qui nous permet de prélever 2,3 millions. Alors, c'est énormément d'efforts et ça met beaucoup de stress sur l'organisation, à savoir qu'il y a déjà ce montant-là de nos opérations qui dépend de la levée de fonds. Et ça a été un peu toujours le modèle des hospices, Marc. Donc, c'est toujours un défi. Puis, avec, je dirais, le financement public et la situation actuelle qu'on connaît à travers le monde et je dirais, les crises politiques, économiques et autres devant nous, on peut imaginer que les choses ne seront pas plus simples malgré le fait que l'on présente régulièrement au gouvernement des messages comme quoi nos services sont réellement moins chers que dans les hôpitaux et autres. Alors, je pense qu'il faut continuer à travailler, à démontrer nos résultats, à démontrer la qualité de nos soins, puis surtout à entendre la voix des familles qui reçoivent des services qui sont vraiment à la hauteur et même plus que leurs attentes. Et ça, ces témoignages-là, c'est très puissant pour nous, pour porter la voix des hospices, puis nous faire entendre auprès des ministres et des gens qui prennent les décisions au gouvernement provincial. Ouais. Ah ouais, écoute, je te remercie de partager ça. Ça m'ouvre les yeux, puis j'espère que ça ouvre les yeux de nos auditeurs aujourd'hui. Parce que moi, si j'ai fait mes calculs corrects, là, si tu dois faire une levée de 2,3 puis tu as 27 lits, c'est quasiment 90 000 et plus par lit que tu dois lever par, par année. Puis je souligne que c'est par année, là. Alors, c'est une grosse charge, puis on sait qu'il y a beaucoup d'instituts qui essaient de lever des fonds. Si je pense des organismes à but non lucratif, il y en a 85 000 à travers le Canada. Alors, vous êtes un parmi 85 000 qui essaie de retirer des dons. C'est quand même un défi assez important. L'autre chose que je pense qui est un message que j'entends très fort, c'est que vous avez une bonne structure de coûts comparativement aux hôpitaux. C'est un message que j'espère que tous nous, dans la société, peuvent réaffirmer vis-à-vis nos politiciens, nos services gouvernementaux, parce que c'est pas facile de l'autre côté, tu sais, d'évaluer des structures qui sont là depuis longtemps, mais éventuellement, si on a des structures à moindre coût, c'est mieux. L'autre chose que je pense que, je sais pas si tu as un commentaire là-dessus, mais on entend beaucoup de gens qui veulent mourir à la maison, qui pensent que c'est la solution. Moi, j'ai entre autres une expérience personnelle d'une amie son mari, justement, avait ce désir de passer à la maison, mais elle, la minute que ils ont complété ce cheminement-là, elle a dit, je veux jamais que ça m'arrive à moi. La charge de travail au proche aidant, la famille, quand c'est à la maison, c'est pas facile. Fait qu'il y a vraiment un besoin pour des organismes comme vous, des services comme les vôtres. Puis moi, je peux juste anticiper que ça va aller en augmentant parce que la réalité, euh, c'est qu'on va tout y passer un jour. Une chose, c'est certain, c'est qu'on va tous mourir un jour. Puis en attendant, c'est vrai qu'on va vivre, là, mais c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a déjà eu des réflexions? Moi, après qu'on s'était parlé rapidement la dernière fois, j'essayais de penser comme, tu sais, il y a bien des gens qui dépensent pour des services funéraires. Ils payent leurs services funéraires à l'avance, mais il y a des gens
ne pense pas qu'il y aurait peut-être besoin de soins palliatifs, de pouvoir sélectionner son organisation, pré-payer. Est-ce qu'il y a eu des réflexions de ce côté-là? Parce que quand même, c'est ce que les maisons funéraires recueillent, c'est assez substantiel. Je pense. Si je vous offrais la moitié de tout ça à tous les citoyens francophones, je pense que ça vous aiderait pas mal, hein? Absolument. Ben, je pense que tu as une excellente idée, Marc. Non, je ne pense pas que ça a été pensé. Honnêtement, je pense qu'un des défis pour nous, c'est de se faire connaître. Puis j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont évidemment le réflexe de dire que je veux mourir à la maison parce que c'est leur lieu de sécurité. C'est leur lieu ben, de prédilection qu'ils connaissent, où il y a le confort de leurs articles et leurs photos et toutes les références. Euh, mais évidemment, ben, c'est partiellement aussi probablement en réaction contre l'idée de terminer ses jours à l'hôpital dans un environnement qui est beaucoup plus aseptisé, puis avec des bruits étranges, puis des trucs autour de nous et dans une chambre peut-être double. Donc, enfin, tous ces éléments-là, je pense, nous amènent tous à se dire, si j'ai le choix, certainement que je préférerais d'être à la maison, mais peut-être sans trop connaître cette autre offre qui existe, celle des maisons de soins palliatifs ou hospice dans notre cas, euh, où effectivement, il est possible d'avoir toute cette dignité-là, puis que les personnes proches soient présentes 24 heures sur 24 en se relayant, etc. Euh, donc, mais je pense qu'effectivement, ta question est vraiment intéressante si on pouvait proposer des packages pré-planifiés, parce que c'est vrai, tous les gens qui nous écoutent, c'est des clients potentiels. On est tous des clients. Comme tu dis, il y a deux certitudes, la mort puis les impôts. Donc, après ça, surtout que c'est la saison en plus. Ouais, ouais. Donc, oui, je pense Ben, qu'on espère mieux faire connaître. Ça, c'est un de nos défis. C'est un défi pour la Maison de l'Est en particulier, faire connaître nos services en français à la communauté. Ce pourquoi j'apprécie beaucoup d'avoir ce moment d'échange avec toi. ben oui, puis c'est peut-être une des solutions, c'est de non seulement promouvoir la visibilité, mais aussi l'opportunité de faire des dons planifiés. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne comprennent pas c'est quoi un don planifié, mais fondamentalement, après la mort, on peut léguer une petite partie ou une partie de son patrimoine vis-à-vis des œuvres de charité. Puis, comme tu le sais, un 1000 dollars, il y a des gens qui pensent que c'est des grands dons, mais un 1000 dollars va faire une grande différence ou un 5000 dollars. Puis, si on y pense, ben, c'est de payer après d'avoir reçu les services, mais c'est correct, ça. Alors, encore, je pense que c'est quelque chose que tous devraient considérer à partir de leur patrimoine de faire un don parce qu'à la fin, c'est des services. Maintenant, peut-être que tu peux me mentionner aussi. Moi, j'ai eu un ami qui, ben, tu sais, comme bien des fois, ça arrive, là, son épouse passait à travers un cancer et des choses ont accéléré. Elle se retrouve en hôpital, puis d'un coup, oups, ils disent que faut aller aux soins palliatifs. Cette personne désirait aller dans une maison similaire à la vôtre. Il habitait à Montréal, il voulait aller dans les Laurentides à ce moment-là, justement pour avoir un environnement plus paisible euh, que, que l'hôpital, mais les choses sont allées si vite, les lits n'étaient pas disponibles. L'hôpital avait des lits, puis c'était comme la façon la plus rapide et la plus simple. Peut-être que tu peux me parler un peu du déroulement, puis est-ce que les gens peuvent, disons, émettre leurs désirs et leurs vœux à l'avance? Est-ce que ça aiderait aussi? Peut-être m'en parler un peu plus, tu sais, les challenges, les défis de ce côté-là, la disponibilité, puis la vitesse avec laquelle des fois les transitions arrivent. Ben, tout à fait, c'est d'excellentes questions. En termes de la planification, comme tu le disais tout à l'heure, Marc, je suis entièrement d'accord que plus qu'on en fait un sujet ouvert de discussion, sans tabou, plus que ça va, je dirais, lever des pressions considérables sur les familles.
qui auront à beaucoup moins s'inquiéter de qu'est-ce qui avait été dit, qu'est-ce qui avait été entendu, qu'est-ce qui étaient les souhaits, etc. Donc, quand c'est connu, ça peut être, je dirais, un peu plus apaisant dans des moments qui peuvent être quand même, évidemment, affolants et remplis de stress. Euh, donc, tous les médecins et je dirais le personnel infirmier dans les hôpitaux à Ottawa connaissent Hospice. OK. Alors, le système de référence doit passer par un médecin, une médecin de famille qui doit remplir un document de référence qui est envoyé à un système de triage. Ce système de triage-là, c'est un triage conjoint qui est opéré par la Maison de soins palliatifs et Bruyère, soins continus. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une décision sur la trajectoire de soins, à savoir si la cliente et le client, selon ses conditions de vie à ce moment-là, est approprié pour hospice et où devrait aller à Bruyère, par exemple. Donc, c'est un triage qui est très fonctionnel et qui est très rapide et puis qui fait en sorte qu'une personne dans un hôpital à Montfort, par exemple, peut facilement, rapidement être transférée à la Maison de l'Est parce que les équipes, disons, entre les institutions se connaissent très bien et sont vraiment partenaires et capables très rapidement d'organiser en autant qu'il y a de la disponibilité de lits. Ouais. Et puis, je dirais que dans les dernières années, on a très peu eu de listes d'attente. Donc, ça peut fluctuer parce qu'évidemment, comme je mentionnais, la durée de séjour dans nos lits, c'est à peu près de 2 semaines. Il y a certaines personnes qui ne passent pas 2 semaines et d'autres qui peuvent être dans nos soins pendant 3 semaines, 4 semaines, parce qu'il y a des gens qui prennent un peu de mieux en arrivant chez nous, puis qui durent plus de temps que leur famille aurait anticipé. Mais habituellement, il y a très peu de temps d'attente. Ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que pour des francophones, il y ait une disponibilité à la Maison de l'Est au moment où ils veulent y venir. Parce que là, tous les bénévoles, le personnel infirmier, le personnel médical créent un environnement, un milieu de vie en français. Donc, c'est ce qu'on a souhaité et puis vraiment, c'est ce qu'on espère que chacune et chacun qui souhaite y aller peut rapidement y accéder. Donc, vraiment, le système de référence est assez efficace et puis par le biais des médecins. Puis sur notre site web, à la maison de soins palliatifs.ca, on peut trouver toutes les informations sur les références et même des très belles photos qui présentent un peu chacun de nos sites et des chambres qui sont quand même très bien organisées, décorées aussi dans chacun de nos sites. Oh, fantastique. Mais c'est bon à savoir que, si j'ai bien compris, que la région d'Ottawa a quand même assez de capacité de lits pour subvenir aux besoins de la population. Est-ce que je peux extrapoler et dire c'est pour toute l'Est Ontario comme ça ou on a des problèmes dans les régions plus éloignées? Euh, Oui. Il y a quelques lits de hospice à Cornwall qui sont gérés par l'organisme Care4. Et je sais que la communauté francophone dans la région d'Hawkesbury travaille étroitement avec l'hôpital général d'Hawkesbury puis la résidence Prescott Russell, je pense, pour là-bas aussi ouvrir quelques lits. Donc, il y a vraiment des efforts importants parce qu'évidemment, pour eux, c'est quand même un trajet d'1 heure, donc c'est quand même assez loin. Et pour les familles, donc, ils sont à pied d'œuvre pour leur projet aussi. Donc, oui, pour la région d'Ottawa, c'est quand même une capacité intéressante. Est-ce qu'elle pourrait être encore plus grande? Je pense que oui, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui prennent leur dernier souffle dans les hôpitaux, puis qui auraient peut-être souhaité, s'ils avaient su, être dans un milieu encore plus, je dirais, chaleureux, puis axé sur la qualité de vie dans les dernières heures, les derniers instants avec leur famille aussi.
Pour revenir à la question de financement, en- je trouve ça, ça me perturbe qu'il y ait 30% du financement qui doit être levé à chaque année. Et j'essaie de comprendre est-ce que c'est typique de tous les domaines de la santé? Alors, si j'allais voir un hôpital, est-ce que je sais que les hôpitaux font beaucoup de levées de fonds? Si j'allais voir d'autres instituts que ce soit les long-term care qu'on appelle les soins à long terme là, pour les gens plus âgés, est-ce que c'est typique ça que ce soit juste financé à 70% ou les soins palliatifs sont les pauvres petits-enfants de la famille? J'aimerais bien dire qu'on est les pauvres. Je pense qu'on est dans les pauvres, oui. Euh, bon, évidemment, quand on regarde les budgets des hôpitaux, c'est quand même significatif parce qu'évidemment, il y a énormément de personnel médical, infirmier et autres, et puis le simple volume et les attentes sur leur mandat est complètement différent des nôtres, et puis on peut comprendre, et tant mieux qu'ils aient des budgets conséquents. Et oui, on voit régulièrement, évidemment, les hôpitaux comme l'hôpital d'Ottawa qui actuellement mène une campagne de plus de 500 millions de dollars, je pense une des plus historiques dans la région de la capitale nationale pour aider à compléter le financement du nouveau site de l'hôpital civique. Et l'hôpital Montfort, qui a fait une levée de fonds phénoménale au centre Aline Chrétien pour compléter l'offre de services de ce nouveau modèle de prestation de services là-bas aussi. Donc, je pense que tous les hôpitaux et centres de santé pourraient plaider que le financement est insuffisant parce qu'il y a tellement de besoins. Ce n'est pas simplement des rêves qu'ils imaginent, mais c'est vraiment parce qu'il y a des besoins énormes, puis que quand ils font des exercices de consultation, les gens leur disent que ça prend un centre de santé à plus grande proximité, ou ça prend des meilleures installations pour former les professionnels, ou ça prend plus de sources de financement pour la recherche, puis accélérer la mise en œuvre des pratiques de la recherche. Donc, il y a tellement de raisons pertinentes, mais c'est évident que nous, il y a même, on a premièrement le défi de ne même pas avoir 100% de nos opérations de financer. Alors, je dirais que pour nous, c'est encore plus critique parce qu'on démarre notre année sans savoir, sans savoir, en se projetant sur les années passées, on est toujours confiant, mais qu'il faut combler les ressources et les revenus requis pour payer l'entièreté de nos opérations. Ce qui est énorme pour une petite organisation. Donc, je dirais qu'à quelque part, on fait partie peut-être du groupe des enfants pauvres, mais il y en a quand même plusieurs dans notre communauté qui doivent travailler d'arrache-pied. Et c'est la raison pour laquelle, comme tu le disais, il y a autant de causes, de levées de fonds, de soupers, galas, bingo, tournois de golf, et parce qu'il y a tellement de besoins dans la communauté. Mais je pense que, heureusement, qu'il y a des gens généreux qui contribuent annuellement de façon incroyable. Je suis certain qu'il y en a qui nous écoutent, qui vont se reconnaître, qui ouvrent leur portefeuille, qui font parfois aussi, oui, des dons planifiés. Puis ça, je pense que c'est une avenue à exploiter, comme tu l'as si bien soulevé, Marc. Et même tous les dons de 50 à des millions de dollars font une différence, chacun d'entre eux, parce que c'est le cumul qui nous permet de réaliser les projets qu'on tient si chers. Merci d'avoir mentionné parce que je pense pas que les gens réalisent le travail acharné que vous devez faire et ça doit causer aussi une anxiété à chaque année de dire qu'il faut que tu remplisses ce gros trou-là. Alors, on remercie tous les donateurs, organisations, individus en question. Peut-être qu'on peut changer de sujet. Tout à l'heure, tu as comme mentionné qu'il y avait le défi du financement, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de défis au niveau des ressources humaines. Puis, à ma perception, je pense qu'on a tous vécu la période de COVID, puis on a vu les défis qu'ils ont eu de ce côté-là. Puis il y a beaucoup de gens qui ont évolué leur carrière hors du système de santé. Alors peut-être que tu peux nous mentionner ce qu'il y en est de votre côté. Puis moi, dans ma tête, là, ça prend des personnes assez spéciales pour travailler dans ce domaine-là. Là. C'est pas, ça prend beaucoup de compassion, avoir un atout interpersonnel hors norme. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Absolument. Donc, notre modèle de prestation de service est assez particulier parce qu'il est basé sur
je dirais comme un trièdre. Il y a du personnel médical, on a une médecin-chef, Dr. Jennifer Broder, et puis ensuite, donc c'était notre médecin résidente. Puis ensuite, les médecins qui viennent, c'est les médecins de nos clients. Donc, c'est comme des médecins qui viennent comme visiteurs pendant le temps que leurs clients sont, que leurs patients sont dans nos soins. Donc, ça, c'est le premier triade. Ensuite, il y a les infirmières autorisées, et puis j'oublie le nom des autres niveaux d'infirmières également. Et puis, il y a aussi donc les bénévoles. Et puis, ces trois groupes-là de personnes font en sorte qu'on est capable d'offrir nos services. Et puis, on a plus de 750 bénévoles qui travaillent annuellement à la Maison de soins palliatifs. Et ils sont littéralement impliqués dans la prestation de services. Et c'est crucial le rôle qu'ils nous offrent. Mais sans eux, il ne serait pas possible d'offrir les services et sans les infirmières non plus. Et le défi, le plus grand des défis, c'est vraiment au niveau du recrutement des infirmières. Et puis, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, la pandémie a vraiment accentué la complexité de recrutement de personnel dans les services de santé. Je pense que c'est un mouvement qui est ressenti à travers le pays, puis probablement même à travers le monde. On essaie de comprendre quelle a été cette évolution de choix de carrière. Puis évidemment, on a vu des images pendant la pandémie d'infirmières et de médecins dans les hôpitaux qui travaillaient dans des conditions absolument incroyablement complexes. Alors, je pense que ça a découragé une bonne génération. Mais aujourd'hui, notre travail, c'est de continuer à promouvoir les carrières en santé. Puis pour nous, c'est encore un plus grand défi parce que, évidemment, les hôpitaux sont très efficaces à recruter du personnel. Puis même les hôpitaux, pour eux, ce n'est pas simple non plus. Alors, pour une petite maison de soins palliatifs, c'est un des plus grands défis, recruter constamment du personnel, puis évidemment pour lequel on a besoin de personnes qui vont travailler sur des quarts de travail de nuit. Et aussi, la Maison de l'Est a apporté la dimension d'importance de la langue. Donc, on a cherché à recruter des infirmières bilingues. On a fait beaucoup de promotions avec notre partenaire, La Cité, qui ont ouvert un nouveau programme de bac en sciences infirmières. Et puis, on a promu la Maison de soins palliatifs comme étant une belle destination de travail pour un contexte de service intéressant aussi. Donc, c'est vraiment un énorme défi, effectivement, celui des ressources humaines. Merci d'avoir résumé ça. C'est 750 bénévoles. C'est impressionnant. Et C'est ça comprend, Marc, des gens qui sont des jardinières, des jardiniers dans nos trois sites, parce que même à la Maison de l'Est, on a une mini jardinière qui est toute petite. Mais à McCourt et à Reddy Shankman, c'est des jardins absolument formidables. Des cuisinières, des cuisiniers, des gens qui animent des conversations, des gens qui aident à la prestation des soins, des chauffeurs qui vont chercher les résidents et puis qui les ramènent pour nos journées de soutien aux aidants naturels ou le programme de jour. Donc, ouais, il y a vraiment toute une panoplie. Il y en a qui prennent des notes dans les réunions du conseil d'administration. Donc, c'est vraiment formidable, tous les oh, postes. Et puis, je salue nos centaines de bénévoles parce que sans eux, et évidemment, celles et ceux qui contribuent à nos événements, à toutes les levées de fonds, les événements que j'ai mentionnés, ça ne serait pas possible sans eux. non, bravo. Et puis, l'autre chose que j'ai retenue, que j'ai trouvé intéressant, c'est, puis peut-être j'y avais pas réfléchi, là, mais c'est le fait que les médecins des individus vont aller sur place, assurer la continuité des services de médecins. Alors, moi, je retiens ça parce que, en fait, quand on parle au sein de Compassion Ottawa de la planification préalable des soins, c'est de communiquer avec tout ton entourage, incluant ton médecin, de quels sont tes désirs. Fait que si on parle de désirs en fin de vie, probablement qu'on aimerait avoir le médecin. Si le médecin ne sait pas tes désirs ou ton désir de l'avoir dans cette continuité-là, ça fait partie d'un processus de communication qui devrait avoir lieu et je suis sûr que vous les accueillez à bras ouverts. Alors, c'est fantastique que ce soit structuré comme ça. Et,
Alors qu'il y avait une question de Ginette que j'ai répondu dans le chat ou dans le clavardage qui demandait si effectivement il y avait 750 bénévoles pour tous nos sites ou pour la Maison de l'Est. Et puis c'est pour les trois sites. OK. Donc, merci pour la question, mais je pense qu'il est intéressant de mentionner que dans les dernières années, on a vraiment fait un effort important de recruter des bénévoles francophones et puis on est toujours à la recherche de bénévoles. Tous les gens qui sont intéressés, on les accueille à bras ouverts, puis on essaye de trouver une opportunité de bénévolat qui coïncide avec vos intérêts. Puis, on offre une formation qui est obligatoire pour être bénévole chez nous, qui est une formation de 40 heures. Donc, c'est quand même un engagement Ah, c'est substantiel de formation. Et pour nous, c'est important de vraiment bien préparer nos bénévoles parce qu'il y a vraiment beaucoup d'interactions avec les clientes et les clients de la maison. excellent. Et puis, moi, j'ai eu l'opportunité récemment de visiter une maison de soins palliatifs, pas une des vôtres, là, mais une localisée à Tremblant, qui est fantastique. Et puis, ce qui m'a ouvert les yeux aussi dans cette visite-là, c'est voir le bel environnement de travail. Tu sais, il y a des gens qui ont des perceptions, ah, c'est la fin de vie, ça doit être pas gai et tout ça. Mais vraiment, c'est des beaux environnements. Puis il y a des gens qui ne croient pas que ce serait peut-être une avenue pour un médecin autant qu'un infirmier ou une infirmière ou des opportunités de bénévolat. Alors, j'encourage tout le monde qui a peut-être une curiosité euh, ou un intérêt d'aller vous voir parce que je pense que ce serait vraiment une bonne chose. Dans les soins palliatifs, il y a plusieurs qui ont une perception qui sont les soins dans les 6 et 12 derniers jours. Puis vous avez parlé de vos services de communauté qui vraiment étirent cette période-là. Peut-être tu peux nous éclaircir un peu sur les buts et l'envergure des services palliatifs et peut-être pourquoi vous autres, vous avez choisi de l'étendre, ce que je trouve extraordinaire parce qu'éventuellement, dans ma tête, là, les gens qui vont peut-être les recevoir à la maison vont peut-être réaliser qu'il y a des moments de transition aussi vers votre maison. Puis, il n'y a pas de compétition de l'un versus l'autre. Alors, je trouve ça bien que ça soit bien intégré. Oui, effectivement, je pense que dans l'imaginaire populaire, communautaire, on voit vraiment qu'on définit les soins palliatifs comme étant vraiment les derniers jours de vie. Et puis nous, on le définit plutôt comme étant à partir d'un moment de diagnostic. Un diagnostic effectivement qui identifie une fin de vie. Mais ce diagnostic-là peut être à des mois, peut-être même des années de se réaliser. Et pour nous, c'est important de le voir dans tout ce continuum-là. Et comme tu le disais, effectivement, c'est pour ça que nous, on considère que les services à domicile, sont si importants. Et puis, c'est une question qu'on se pose actuellement parce que on a 27 lits dans nos trois sites, mais on se questionne parce qu'on est dans un exercice de réflexion stratégique à savoir quel est l'avenir d'un modèle de prestation de services où il y aurait de l'intérêt grandissant de la communauté pour des services à domicile. Donc, effectivement, on s'intéresse réellement à voir de quelle façon notre modèle d'affaires pourrait évoluer pour offrir une meilleure qualité de vie dans les 6 mois, les 8 mois, les 4 mois ou autres, selon l'état de la personne. Et puis, évidemment, notre service de jour est aussi une opportunité pour amener des gens de la communauté. Donc, nous, on le voit de façon beaucoup plus élargie comme définition, ce qui permet un continuum puis un accompagnement humain, attentif et compatissant, beaucoup plus longue période que les dernières semaines qui sont probablement un peu plus intenses parfois un peu chaotiques et plus difficiles selon l'évolution de la maladie de la personne. Mm. Puis, on pourrait croire que c'est une opportunité de bien comprendre la personne, se créer des relations, pouvoir vraiment respecter leurs désirs parce que à travers une plus longue période, on a beaucoup plus de chance de ce côté-là. Maintenant, on va changer de sujet parce que on ressent quand même ta passion pour tout ce domaine des soins palliatifs, mais
Je pense que équivalent, sinon pas plus, c'est une passion du côté de francophonie et qui date de longue date. Alors, peut-être que tu peux éclaircir nos auditeurs là-dessus. Tu m'as donné un petit aperçu de ça, là, mais je veux en entendre encore plus parce que c'est vraiment une passion assez incroyable. Ben, merci. Effectivement, peut-être juste avant, Marc, j'ai vu dans le chat encore que mon ami Marc Bureau, qui est professeur et étudiant au doctorat à l'Université Saint-Paul, disait que ça pourrait être un excellent stage, un lieu de stage pour les étudiants de l'Université Saint-Paul et avec grand plaisir. Donc, je pense que on devrait en discuter, Marquis, puis avec le personnel de l'Université Saint-Paul, parce que oui, on cherche toujours des stagiaires qui veulent venir vivre dans les murs et vivre l'expérience avec grand plaisir. Mais oui, Marc, disons que par rapport à la francophonie, ben, je pense que je suis tombé dans la soupe, si je peux le dire comme ça, assez jeune. Dès mes premières années où j'ai fait mon école secondaire à De La Salle, au centre-ville d'Ottawa, j'ai eu un élan, une énergie pour l'engagement communautaire. J'ai vite fait la découverte de la FESFO, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, qui est l'organisme porte-parole à l'époque des 25 000 élèves du secondaire franco-ontarien. Et puis, je suis devenu président de La Salle dans des années où le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario était mis en tutelle par le gouvernement ontarien pour des raisons de mauvaise gestion financière bon, qui masquaient d'autres choses, je pense, à l'époque. Et puis, dans ces années-là, on a travaillé pour militer pour nos trois collèges de langue française, la Cité, le Collège Boréal et le Collège des Grands Lacs. On militait aussi pour une université franco-ontarienne qui a vu le jour seulement il y a quelques années. Donc, ça foisonnait de choses. Je me suis rendu ensuite à l'Université d'Ottawa, comme tu le disais en intro, et puis j'ai eu l'honneur d'être élu représentant des étudiants de premier cycle au bureau des gouverneurs de l'université. Et ces mêmes années-là, je siégeais aussi au Conseil de l'éducation et de la formation franco-ontarienne, qui était un conseil présidé par Rolande Fauché, qui avisait le ministre de l'Éducation sur toutes les questions reliées à l'éducation postsecondaire. Donc, ça a été juste quelques années très courtes et très intenses, avec beaucoup d'expositions à plein d'enjeux complexes de notre communauté qui encore sont très présents dans notre pratique comme cabinet. Donc, c'est comme si j'avais transféré mes élans de jeunesse dans une vie professionnelle passionnante aujourd'hui. Et puis, je pense que mon intention, c'est de continuer à faire une contribution puis à bâtir des ponts entre les groupes, les organismes et autres, ce que j'ai tenté tant bien que mal de faire à Hospice pendant quelques années. Alors, on aimerait bien savoir c'est quoi la prochaine étape. Vu que tu quittes le conseil d'administration, avec ce cheminement-là, on ne peut pas croire que tu t'assois sur ta chaise puis va juste aller travailler là, pour ton organisation. Fait que c'est quoi la prochaine mission dans la vie de Benoît? Honnêtement, à ce moment-ci, je ne le sais pas. Puis je vais laisser accueillir ce qui adviendra. Euh, il y a beaucoup d'énormes défis et beaux projets qu'on anime et qu'on suit chez PGF avec nos mandats au Nunavut et ailleurs. Donc ça me passionne énormément et dans la francophonie ontarienne et canadienne. Mais il n'y a pas d'autres méga projets d'engagement pour l'instant, Marc. Il n'y a pas de. Malheureusement, je ne peux pas te révéler. Non, non, mais il ne faut pas révéler. De toute façon, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est des Oui, opportunités qui se créent. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont se présenter pour toi. Alors, on te le souhaite. Euh, Maintenant, avant qu'on rentre dans une période de questions, la question qui tue, comme on dit à l'émission, tout le monde en parle à oui. chaque année, hein, à chaque semaine, c'est, on sait que la province du Québec insiste sur l'aide à mourir, que l'aide à mourir soit offerte dans les organismes de soins palliatifs. Est-ce que l'aide à mourir est offerte dans vos sites ou est-ce qu'elle est prévue ou quelles sont les perspectives là-dessus? Excellente question. Alors, je sens les projecteurs. Euh,
Oui, l'aide médicale à mourir est offerte dans nos trois sites. Elle est en fait euh, menée par les équipes de l'hôpital d'Ottawa qui se déplacent sur nos trois sites et qui respectent, dans le fond, le protocole établi euh, pour, euh, pour la procédure et dans le respect là, de la volonté de nos clients. Euh, Ce qui est cependant une dimension importante pour nous, c'est que à l'admission des clients à hospice, l'intention normalement ne devrait pas être de recevoir l'aide médicale à mourir, mais si au courant du séjour sur l'un de nos sites, ça devient une demande, eh bien, oui, on est en mesure de l'offrir. Nos clients peuvent rester sur nos trois sites dans leur chambre et puis l'hôpital d'Ottawa en assure le service. Merci de cette réponse et j'aime bien cette perspective d'intégrer l'aide à mourir à un certain moment à travers un processus de soins palliatifs. Puis surtout si les gens impliquent les soins palliatifs tôt dans leur processus de fin de vie après un diagnostic, comme tu as mentionné au préalable. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une réflexion qui doit continuer à beaucoup de niveaux. Alors, j'ai deux questions pour finir. Alors, la première, c'est, tu t'es impliqué, tu as réussi à voir le jour des soins palliatifs pour les francophones. Alors, quelle est ta vision, ton rêve pour l'évolution des soins palliatifs, même si tu ne seras pas impliqué directement comme dans le conseil d'administration, pour les soins palliatifs à Ottawa et en particulier pour les soins palliatifs pour les francophones? Ben, mon rêve pour les francophones serait que l'on ait un peu l'équivalent d'une maison Mathieu Froment-Savoie dans l'est de la ville d'Ottawa. Donc, un site aussi beau que celui de Ruddy Shankman, qui est absolument magnifique et qui serait une belle maison, si je rêve, pourquoi pas aux abords de la rivière. On a occupé pendant quelques années ce qui était à l'époque la résidence ou la maison des Sœurs de la Charité d'Ottawa sur le site de la résidence Saint-Louis, tout près où il y avait eu le crash d'avion dans les années 40, si j'ai bonne mémoire. Et puis, c'est un site absolument formidable au bord de l'eau et pourquoi pas avoir cette dignité et ce privilège-là comme communauté d'avoir une maison magnifique de soins palliatifs aux abords de l'eau. Alors, j'attends des contributions et les chèques de millions de dollars de celles qui veulent contribuer, puis on pourra bâtir avec leur nom ce beau site. Mais oui, c'est un rêve que je porte et que j'espère qu'on pourra peut-être un jour inaugurer. Donc, pourquoi pas rêver grand? Et puis, il faut commencer à en parler. Alors, merci beaucoup de l'avoir partagé. Puis, à tous nos auditeurs, là, passez le message ou donnez des Exact. dons, un des deux. OK. Alors, finalement, on a parlé de plusieurs sujets. On a donné de la visibilité ici sur que ce soit les soins palliatifs, les challenges de financement, la complémentarité avec les soins médicaux. Si tu avais une ou deux recommandations, un message à passer à tout le monde, que ce soit, comme je te dis, à tout niveau, s'impliquer au niveau de bénévolat, les dons, etc. Mais s'il y a quelque chose qui te touche, puis tu dis, là, moi, je voudrais que tout le monde pense à ceci, quel serait ton désir ou tes recommandations? Ben, moi, ce que je répondrais à ça, Marc, ce serait d'oser notre voix. Je pense que comme francophone, il faut oser notre voix, demander nos services en français et lorsqu'on ouvre des tribunes et qu'on nous demande nos besoins, nos réalités, je pense qu'il faut exprimer il y a toujours du chemin à faire pour améliorer l'offre de services en français et que ce soit dans le secteur de la santé,
que ce soit dans le secteur municipal, à la ville d'Ottawa, par exemple, ou ailleurs, les services gouvernementaux. Chaque fois qu'on n'utilise pas ce plus grand pouvoir-là qu'on a, qui est notre voix, parce que c'est très simple et c'est trop facile pour nous, comme minoritaires, de se dire, ah, mais je vais parler en anglais, ils vont me comprendre et ça va être plus rapide. C'est un réflexe qu'on a, que j'ai. Alors, je pense qu'il faut avoir l'audace, le courage et la résilience de constamment demander. Et en lien avec ça, je peux vous annoncer aussi que la Maison de l'Est et la Maison de soins palliatifs ont déposé une demande volontaire de désignation du site de la Maison de l'Est sous la loi des services de santé, la loi des services de l'Ontario, la loi des services en français. Donc, on espère un jour qu'il va y avoir une désignation partielle pour la Maison de l'Est qui lui donnera une protection législative aussi. Et ça fait en sorte qu'on protège un de nos acquis, comme plusieurs autres. Mais pour ça, il faut élever la voix. Donc, ce serait ça ma suggestion et mon souhait, parce que quand on est des milliers à le faire, les impacts peuvent être significatifs. Écoute, j'aime beaucoup le slogan Oser la voix. J'y avais jamais pensé de cette perspective-là. Je pense que c'est une façon positive de nous rappeler de nos racines, des racines de la langue et de l'importance de la langue de façon, vraiment positive et non avec une confrontation qu'on a vécue pendant plusieurs années. Alors, merci de nous le rappeler et on va continuer à passer le message de ce côté-là. Alors, merci Benoît de nous avoir partagé aujourd'hui ton expérience, ta passion, tes connaissances, ton charisme dans tous les domaines, que ce soit la francophonie ou bien les soins palliatifs. Et je suis sûr que dans tous les domaines, tu t'impliques dans ton organisation de consultation, tu amènes cette même passion et vision. Alors, à ce moment-ci, je vais l'ouvrir à nos auditeurs pour voir s'il y a des questions. Je crois que Paula de l'organisation Compassionate va modérer les questions qui pourront être demandées. Oui, merci Marc. Et Benoît et Marc, merci beaucoup d'avoir mené cette conversation aujourd'hui. Nous avons quelques questions à vous poser de la part de nos participants. Et si quelqu'un d'autre a une question à poser, vous pouvez l'écrire dans la boîte de questions et réponses. Alors, la première question est la suivante. Comment le grand public peut-il mieux se préparer à des conversations sur les soins palliatifs et les décisions de fin de vie? Alors, Marc, toi qui as donné beaucoup de formation en planification de soins de fin de vie, est-ce que tu veux démarrer la réponse? Ben, disons que oui, je peux donner une perspective là-dessus. Moi, à travers le cheminement que j'ai fait dans les dernières années, je trouve important la planification, autant de financement, de financière personnelle que des soins préalables et je pousse beaucoup les conversations. J'ai eu une expérience assez intéressante quand je suis allé récemment à la Conférence nationale des soins palliatifs qui était à Ottawa l'an dernier. Et puis, c'était intéressant parce que il y avait différents interlocuteurs qui ont parlé de l'importance de communiquer sur nos désirs dans différentes transitions de vie. Puis, évidemment, les gens qui s'occupaient des soins palliatifs vraiment en fin de vie, les 12 derniers jours, comme tu mentionnais, ben, eux autres, ils disent, oh, faut avoir cette discussion-là avec nos patients avant de s'impliquer, puis ils encouragent les infirmières et les médecins à avoir des discussions. Et ensuite, il y a une autre série de personnes qui se présentent et qui disent oui, le jour qu'il y a un diagnostic, on sait qu'il y a une maladie qui peut devenir terminale. C'est là que c'est important de communiquer ses désirs. Et moi, je vais dire, je vais plus loin aujourd'hui. Je dis, c'est important de communiquer nos désirs aujourd'hui pendant on est clair d'esprit, qu'on peut avoir réfléchi. C'est simple de dire, c'est pas facile à faire.
de cristalliser nos souhaits, nos valeurs, nos croyances en arrière de tous ces désirs-là. C'est une réflexion qu'on devrait commencer aujourd'hui à toute fin, là, que ce soit la fin de vie, les interventions médicales, etc. Et puis, plus important, c'est qu'une fois qu'on cristallise ces désirs-là, c'est qu'on les partage à notre entourage. Notre entourage, c'est pas juste les gens qui sont délégués dans notre procuration, dans notre testament. C'est la famille, c'est nos amis, c'est tout l'entourage entre nous autres. C'est les gens en médecine. Alors, le plus on a une réflexion de ce qui peut se passer en fin de vie, mais aussi ce qui peut se passer dans des dégradations médicales, et partager ça avec notre entourage, la meilleure chance d'un autre côté, nos désirs soient respectés, notre dignité soit respectée, mais en même temps que les services hospitaliers, les services médicaux alentour de nous autres, peuvent adapter leurs besoins aux siens. C'est comme on dit, si tu ne le demandes pas, tu ne l'auras pas. Alors, pour moi, c'est les mêmes principes, mais c'est clair que les conversations sur le décès, les conversations sur la maladie, sur la dégradation sont des conversations difficiles et historiquement tabous. C'est des choses que les gens évitent. Et moi, je dis non, c'est le contraire. C'est beau d'avoir ces conversations-là pour s'assurer que, on est bien entouré puis que la dignité soit respectée. À travers les années, non seulement juste en fin de vie, là, mais à travers tout le processus. Et je vais dire, moi-même, là, ça a pris beaucoup d'éducation pour que je comprenne mieux quels sont les soins palliatifs. Alors, j'encourage aussi les gens de comprendre cette alternative. Puis je l'utilise comme alternative parce que il y a des gens qui, à certains stades, ne réalisent pas que les soins palliatifs peuvent être une meilleure alternative que des interventions médicales. Alors, il y a bien des gens qui pensent que c'est juste la fin de vie, mais c'est vraiment plus en amont que juste les derniers jours, les dernières semaines. Alors, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet-là. J'allais juste te demander, merci Marc, s'il existe Compassion Ottawa, un guide ou un outil, je pense, un formulaire avec une série de questions pour préparer ses souhaits. Je me demandais si c'était à Compassion Ottawa ou bien si j'ai rêvé ça et puis c'est peut-être avec Non, CHPCA. non, non, absolument. Ben, écoute, il y a beaucoup de gens qui ont quand même de la documentation, des formulaires et de l'éducation au niveau voyons, la Planification préalable. planification préalable des soins. Ouais. J'ai le terme en anglais plus facilement, là. Je vais oser, je vais oser ma voix là-dessus. Alors, oui, alors on a des séminaires et des groupes de travail qu'on peut faire. Alors, n'importe qui aurait, même des plus petits groupes qui seraient intéressés à avoir un aperçu de ce que c'est la planification préalable des soins. Comme on dit, la Compassion Ottawa, c'est un organisme qui encourage euh, la communauté à s'impliquer. Alors, n'attendez pas que ce soit un grand groupe qui serait intéressé. On pourrait organiser des groupes d'une demi-douzaine, qui ont un intérêt communautaire, alors au niveau de la planification. Et oui, on a de la documentation. En fait, hier, en particulier, j'ai donné une autre session et puis à la fin, on a toutes sortes de documentation. On a beaucoup d'informations sur notre site web, beaucoup de liens à d'autres formulaires. Alors, Compassionate Ottawa a quand même une banque de données assez importante au niveau de ça. Il y a aussi d'autres organismes, puis tu as mentionné l'organisme, l'Association nationale en anglais Advanced Care Planning, planification préalable des soins. Alors, eux autres aussi, puis en fait, eux autres, ils viennent d'offrir gratuitement sur le site web tout à fait un petit livre où ça nous force à passer à travers un processus pour cristalliser justement nos désirs et nos besoins. Alors, la question suivante se pose, quel est le rôle des soins spirituels dans le soutien aux patients et à leurs proches? Oui, merci pour cette excellente question. Le, nos,
nos services sont offerts de façon non confessionnelle, mais cela étant dit, les familles sont les bienvenues à accueillir et à demander un accompagnement spirituel selon leur volonté, leur désir dans chacun de nos sites. Donc, on respecte évidemment les choix de tous et chacun, mais on sait que très souvent, c'est un moment où il y a évidemment une ouverture ou un besoin, je dirais, pour cette réflexion-là, cet accompagnement de fin de vie qui est certainement le bienvenu et pour lesquels la maison a une série de références, mais pour lesquelles on peut toujours rajouter aussi s'il y a des participantes, des participants qui nous écoutent, qui auraient des suggestions. On tente également, depuis les dernières années, de faire un effort particulier pour améliorer notre accompagnement des membres de la communauté des Premières Nations métisses inuits également, et je dirais d'améliorer les services pour les familles en deuil provenant de communautés culturelles africaines, par exemple, ou autres, qui fréquentent de plus en plus nos services. Je reconnais qu'on est encore dans une courbe d'apprentissage importante et qu'il y a des améliorations continues, mais c'est un effort et un objectif ciblé de notre maison pour améliorer ces services spirituels et d'accompagnement de fin de vie dans nos 3 sites. Merci pour la question. Et voilà toutes les questions que nous avions pour aujourd'hui. Alors, Marc, je vous laisse la parole pour les remarques finales. Merci beaucoup, Benoît. Vraiment une session très spéciale pour moi et pour tous, j'en suis certain. Merci beaucoup à tous vous autres, vous êtes joints à nous aujourd'hui. L'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui sera affiché sur le site web de Compassion Ottawa très bientôt et sera envoyé à chacun d'entre vous dès qu'il sera prêt. Nous vous enverrons également un sondage numérique de 3 minutes pour connaître votre expérience et votre feedback de la session d'aujourd'hui. Enfin, Compassion Ottawa est un organisme de bienfaisance enregistré et les dons nous permettent de continuer à offrir des programmes comme celui-ci. Nous vous invitons à faire un don sur Canadon ou sur notre site web, dont le lien vous sera envoyé dans le même courriel que l'enregistrement et le sondage. Merci encore une fois et à la prochaine. Et oui, des dons planifiés. Les organisations de soins palliatifs sont aussi encouragées. Et c'est important d'y réfléchir. C'est des services dont on va tous avoir besoin. Alors, merci beaucoup à tous. Merci, Benoît. Merci, Paula.